Bonsoir chers téléspectateurs amoureux et amoureuses de la balle au panier. Heureux de vous recevoir sur le plateau de Back to Back. Je suis Alexandre Vladimir Taïta et avec moi une équipe de choc. À ma droite, j'ai encore et toujours Zare Stéphane aka Z Saga The Heart of Crossover. Bonsoir mon vieux. Oui, bonsoir collègue, comment ça se passe? Ça se passe très bien de ton côté même. Ouais, ça va, comme d'habitude. Super. Et à ma gauche, Ouedraogo Romial aka The Boss. Merci d'être présent avec nous ce soir. Merci, tout un plaisir là, de partager le plateau avec vous. Merci beaucoup. Sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec un regard sur le championnat. Ce week-end, nous avons assisté à pas mal de matchs sur nos terrains, notamment la Sonabi qui affrontait UCO et qui s'est imposée sur le score de 51-26. On peut dire au regard de ce match qu'il n'y a rien de surprenant, Stéphane. Bon, rien de surprenant. Un match maîtrisé de bout en bout, on va dire. Même si on a senti qu'à un moment donné, UCO a imposé un certain rythme physique qui a légèrement gêné la Sonabi, mais globalement maîtrisé de bout en bout, le score est tout à fait révélateur du statut des deux équipes. La Sonabi qui continue en tout cas sur sa bonne lancée. Pour le moment, il n'enregistre absolument aucune défaite sur ce championnat. Ils impressionnent en ce moment. Vraiment, Sonabi impressionne quand on sait comment l'équipe a été remaniée. Vraiment, beaucoup n'attendaient pas. Personnellement, je ne vendais pas cher la peau de la Sonabi cette année. Et puis jusqu'à présent, ils font une sans faute, c'est extraordinaire. Nous n'allons pas trop nous attarder sur le sujet. Il faut dire qu'il jouait une équipe qui est en train de jouer les bas de tableau en ce moment. Par contre, après ce match-là, nous avons eu un match à demi-teinte qui a opposé Aowa et AS Police. Finalement, Aowa qui s'impose 63-36, mais au début, ils ont eu du mal à décoller sur ce match. Oui, effectivement, on va dire, Aowa, le vice-champion en titre, cette année souffre un peu le chaud et le froid. Bon, du fait de la perte de certains joueurs majeurs qui se sont retrouvés du côté de l'AS Douane, on sent qu'à un moment donné, ils partent au diesel, ils ont du mal à décoller, mais ça reste toujours le vice-champion. Donc, sur la fin, ils ont corrigé la feuille de match, ils ont réglé les débats, comme ça devait se passer. Mais ils ont eu un peu de mal quand même. Aowa, effectivement, qui est une équipe cette année qui a du mal à décoller. Effectivement, suite au départ qu'ils ont enregistré pendant l'intersaison, notamment le MVP Franck qui a rejoint cette équipe de Aowa, de AS Douane, qui est actuellement aussi en train de jouer la tête du championnat avec l'AS Sonabi, avec un match en retard bien sûr. Romial, il y a cette nouvelle équipe qui a malheureusement, en tout cas, perdu contre USFA après avoir beaucoup tiraillé sur eux. Je parle notamment de AS Sabo qui s'est incliné 41-57 face à USFA. C'est une équipe qui met des bâtons dans les roues de certaines équipes. Je me souviens que l'AS Douane, notamment, a aussi eu du mal à se détacher d'eux. Tout à fait. Au regard du score, on s'imagine un peu quel genre de match ça a été. Et puis AS Sabo, effectivement, deuxième match, il met en difficulté des grands. Ça me rappelle un peu KSBC l'année passée. Effectivement. Donc une équipe accrocheuse qui joue très bien ses matchs contre les équipes dites grandes du championnat. Mais c'est bon, ils font déjà, c'est satisfaisant. Personnellement, je crois que c'est toujours bien comme ça d'avoir cette équipe-là qui accroche les grands. USFA qui ressemble un peu à Aowa. Ils ont un début de saison très compliqué, des matchs très poussifs physiquement. On sent qu'ils auraient pu préparer au mieux ce début de championnat. On peut constater que USFA a un effectif vieillissant. Qui dit vieillissant dit un effectif d'expérience, qui a l'habitude de maîtriser ses choses. Mais quand ce genre de joueurs ne sont pas tout à fait en condition physique, combinés avec les jeunes, c'est vrai que c'est à un moment donné, c'est un peu poussif, mais ça reste toujours le champion en titre. Et dans certaines situations, il y a, en dehors des équipes du top 4 qui arrivent vraiment
à leur faire la misère en ce début de saison, généralement avec les autres équipes, même quand le départ est un peu poussif, après le sujet est maîtrisé. Il faut rappeler que cette première phase de championnat, on veut 8 équipes pour entamer la deuxième partie de compétition qui va être un championnat entre ces 8 équipes-là pour sélectionner les 4 premières équipes plus 2 barragistes qui vont affronter Bobo pour les dernières places en play-off. Et le dernier match du samedi qui a opposé AS Douanes à OBC. AS Douanes qui a littéralement roulé sur OBC sur le score de 82 à 24. AS Douanes, le rouleau compresseur qui ne s'arrête pas. AS Douanes, c'est vraiment le mot cette année, le rouleau compresseur. À tous les postes, ils sont doublés, triplés, athlétiques, rapides, appliqués, disciplinés. C'est une équipe qui ne laisse pas de place à l'erreur. Quand vous commettez beaucoup d'erreurs avec AS Douanes, c'est payé cash. Il n'y a pas de tergiversation, ils ont tout ce qu'il faut. Et sauf surprise, c'est une équipe qui devrait pratiquement se retrouver dans le dernier carré. On ne va jamais pronostiquer parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avant la fin du championnat, mais sauf surprise, ils devraient se retrouver en haut du tableau. Robian, j'ai envie de te demander, à ton avis, qu'est-ce qui peut vraiment arrêter cette équipe de AS Douanes cette saison? Personnellement, AS Douanes elle-même. Parce que comme il a dit, AS Douanes est doublé, triplé dans presque tous les postes. Ils ont un coach aussi qui a un peu faim, Mike Sawadgo, qui, on le sait, c'était vraiment, je pense que c'était un bon mélange, c'était un mélange très juste. Donc Mike arrive avec des éléments de l'AS Sonabi, il se renforce avec quelques éléments de Awa. Donc l'équipe de la douane qui est très ambitieuse cette année, j'imagine que le travail va être très pris au sérieux. Donc je pense personnellement que le seul adversaire de l'AS Douanes sera l'AS Douanes elle-même cette année. Effectivement, AS Douanes semble nettement vraiment intouchable cette saison de par les arguments que vous avez cités. Et aussi, leur atout, j'ai envie de dire, c'est effectivement, tu l'as cité plus tôt, le coach qui déborde d'expérience, qui apporte beaucoup à ces jeunes de l'AS Douanes. Pour nos rencontres du dimanche, on a eu 2 rencontres. La première rencontre qui a été EBC face à NJB et le deuxième match qui était le derby de ce week-end. Nous avons les images et nous vous les laissons voir. Bonsoir coach. Encore une grosse victoire aujourd'hui. Un match très maîtrisé par vos éléments. C'est de bon augure pour rentrer dans le top 8. Oui, il faut dire que c'est une équipe qui nous a un peu fatigués parce qu'on avait voulu faire un plus gros score que cela. On a essayé quelques systèmes qui ont plus ou moins marché parce que cette équipe elle est athlétique et ça nous permet aussi de voir si nos éléments sont aussi athlétiques pour jouer les plus gros matchs qui vont venir pour le top 8 comme vous l'avez dit. Maintenant, par rapport à vos prochaines échéances, quelle est la marche de manœuvre que vous emboîtez pour pouvoir accéder en tout cas au top 8 avec plus de sérénité? Comme je viens de vous le dire, c'est un match test pour nous et nous savons que nous avons de plus grosses équipes à jouer et on a pu noter quelques lacunes à notre niveau. Donc on va repartir, on va travailler sur ça, notamment les tirs à mi-distance et puis les tirs à 3 points. Aujourd'hui, on n'a pas eu de réussite au tir à 3 points. Donc, on va repartir, on va travailler nos systèmes. On verra bien ce que ça va donner. Bonsoir coach. Votre club continue de faire ses classes dans ce championnat senior. Quelle est la clé que vous introduirez pour pouvoir gratter une victoire? Sur ce championnat, je pense que c'est toujours motiver les jeunes, toujours se donner à fond. Voilà, quand ils vont comprendre comment ça marche, parce que pour la plupart c'est des jeunes, et ils découvrent le championnat national, senior et tout, donc c'est un peu compliqué. Il y a des petites règles même qui ne savent pas, donc on est en train de travailler à ça. Et c'est toujours les encourager, à ne pas baisser la tête malgré la défaite, et je pense que c'est ce qui marche actuellement. Voilà, toujours les encourager, corriger les petites erreurs afin qu'ils s'améliorent plus. Ce serait la clé. Et peut-être essayer de voir une équipe qui est à notre niveau actuel, voilà, pour tenter notre première victoire.
Bonsoir coach. Ce soir, vous prenez une très bonne option sur les top 8 contre un candidat, j'ai envie de dire, un rival direct. Quelles sont les clés qui vous ont permis de pouvoir décrocher cette victoire ce soir? Bon, pour le premier temps, on a beaucoup suivi cette équipe-là dans ces deux derniers jours-là. En fonction de ça, on a travaillé. On a vu que c'est une équipe qui faisait une défense pressing et qui était vraiment, nous aussi, notre côté faible. J'avoue qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, voilà, pour pouvoir dépasser le premier rideau et pouvoir attaquer. Et je pense que ça a marché, ils étaient obligés à un certain moment de revenir en zone. Ouais. Et ça nous a beaucoup aidé. Effectivement, on a senti une grosse progression de votre équipe au fil des matchs qui se sont succédés. Désormais, quel est l'objectif après être rentré dans le top 8? Parce qu'on vous voit déjà rentrer et faire les troubles fêtes dans cette bataille pour éventuellement chercher le podium. Oui, vous savez, hein, comme je l'ai dit, l'objectif vraiment c'était de rentrer parmi les 8. Mais maintenant, il nous reste des matchs très importants aussi. On a Aoua et on a la Sonabi à jouer. Mais ces équipes qui sont vraiment une équipe qui joue par exemple le haut du tableau là, il va falloir quand même gagner les équipes qui sont en bas de choses. C'est là-bas où ça doit se passer. Et on n'a plus d'erreur. Si les équipes en bas du tableau, on n'arrive pas à gagner, c'est sûr que pour monter sur le podium, ça va être compliqué. Nous avons assisté à un match, j'ai même envie de dire un non-match de la part de votre équipe. Beaucoup de problèmes de rebond, de perte de balles. Vous êtes resté sous la barre des 20 points pendant toute la première mi-temps, mais vous vous êtes complètement effondré au troisième quart-temps. Qu'est-ce qui peut justifier ça ou qu'est-ce qui a été la cause de ce blow-out en deuxième mi-temps? Alors, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Comme vous l'avez si bien dit, on a fait un non-match à tous les niveaux, ça n'a pas marché. Je pourrais peut-être dire aussi que le coaching adverse a su nous prendre par le bon bord. Donc là, aujourd'hui, malheureusement, on n'était pas à droit, dans les placements, on n'y était pas. Et même dans l'envie, on n'y était pas. Donc c'est une défaite assumée. Il y a des jours comme ça où rien ne marche et on subit. Donc on peut simplement mettre ça comme ça. Il faut aussi peut-être noter que dans le dernier quart-temps, vous avez retrouvé votre défense qui vous a permis de battre les vice-champions AOA. Mais derrière, malheureusement, les paniers, rien ne tombait dedans. Exactement. Bon, on a retrouvé la défense, mais effectivement, rien ne tombait. Même l'adresse est venue complètement en fin de match. On peut dire qu'il y a eu un sursaut d'orgueil par moment, mais on peut dire que c'est déjà trop tard. Le quatrième quart-temps avec pratiquement plus de 20 points, si je ne me trompe pas, de retard, c'est très compliqué. Dans notre championnat, c'est très compliqué de revenir. On a essayé de revenir quand même. Et bon, on peut dire que c'est quand même positif sur la fin. Ça veut dire que si on avait quand même débuté du bon bord, peut-être que ça aurait été autre chose. Donc on ne peut que dire ça. D'abord, parlons du match EBC contre NJB. Par rapport à ce match, j'ai pu observer que cette équipe d'Elite Basketball Club commence à jouer de façon plus décompressée. Ils ont donné du fil à retordre en première mi-temps à cette équipe de NJB. Mais après, NJB a su renforcer sa défense qui les a fait bondir au score. Tout à fait. MBC, c'est MBC. On constate que cette année, NJB, c'est une équipe qui va très vite, qui shoot beaucoup, qui est vraiment adaptée au nouveau basket. Et c'est une équipe en fait qui se nourrit des erreurs de l'adversaire. EBC, c'est le petit poussé de la compétition. Comme on l'a dit, ils font leur bout de chemin. Et plus les matchs passent, plus les matchs avancent, on se rend compte que les joueurs acquièrent une certaine expérience, ils sont décomplexés, ils suivent mieux le schéma et s'expriment. Et j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui manquaient à l'appel en début de saison qui sont là. Donc ça change un peu le visage de l'équipe. Je regarde même cette équipe de EBC, j'ai même l'impression que leur effectif, pratiquement à chaque match, ils sont incomplets. On a du mal à avoir 10 joueurs sur le banc. Et parlons de cette équipe de NJB qui est effectivement une équipe qu'il faut jouer avec du cardio. Ah oui. Le basket, c'est une histoire de stratégie. Quand vous tombez sur NJB, le match-up vous impose certains choix.
Si vous allez vite, c'est une équipe qui va vite, qui shoot, qui va en contre-attaque, qui a des grands qui courent et tout. Donc si vous rentrez dans ce monde-là, il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut avoir une défense solide pour pouvoir jouer les 1 contre 1, il faut gêner les tireurs parce que ce n'est pas une équipe avec laquelle on tergiverse. D'ailleurs, le week-end passé, Majestic en a fait les frais. Ils se sont nourris des erreurs de Majestic, ils ont laissé un peu d'espace aux joueurs, ils ont mis les tirs pas possibles, ils étaient en réussite et ça a creusé un écart qui n'était pas représentatif en fait de la physionomie du match. Donc c'est exactement quand ça se passe quand vous jouez NBC, il faut ralentir le jeu. C'est très bien que tu en parles. J'ai même eu envie de demander, en tout cas de poser cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé ce match-là entre Majestic et NJB pour qu'il y ait autant, pour que Majestic prenne autant de tirs primés? Ouais. Justement, Majestic, une équipe difficilement qualifiable. Et comme le collègue l'a dit tout à l'heure, NJB c'est un match aussi une équipe qui se nourrit beaucoup des erreurs de l'adversaire. Quand tu regardes le week-end passé, la physionomie du match ne reflète pas vraiment le résultat final. Donc, pour moi, le Majestic, généralement, si vous observez bien, c'est une équipe qui craque au 3e quart-temps et se désintègre toujours au 4e quart-temps. Donc, et les jeunes en face, ils ont les jambes pour courir. C'est ça, ils sont... Donc, à un moment donné, je pense qu'une mésentente entre joueurs même de l'effectif, respectait plus les consignes du coach, faisait beaucoup d'erreurs, ça paye cash. Ça paye cash et puis toutes les Majestic depuis près d'une année, c'est comme ça, on fait une belle entame, 2e quart-temps ça va, 3e quart-temps on craque un peu, au 4e on se désintègre toujours. Donc pour une équipe jeune comme celle de NJB, oui, il faut prendre l'équipe très au sérieux parce qu'ils ont faim. Ils sont très jeunes, ils courent 4 cartons sans s'arrêter, donc il ne faut pas tergiverser avec eux. En tout cas, ils ambitionnent clairement d'intégrer ce top 8 avec les cadres de ce championnat. Tu as parlé de blackout que l'équipe de Majestic a l'habitude de prendre au 3e quart-temps. En tout cas, ils se sont corrigés et ça s'est vu pendant leur confrontation face à JCBF où, contrairement aux habitudes, c'est eux qui ont fait plier JCBF totalement au 3e quart-temps. Tout à fait. Mais si vous regardez encore dans le match, le 4e quart-temps a été en faveur de JCBF. C'est vrai. Mais je pense qu'ils ont fini par écouter, ils ont fini par accepter et ils ont travaillé pour ça. JCBF, c'était vraiment l'adversaire à battre pour se relever parce que Majestic, je pense, c'est 5 matchs, 4 défaites, 1 victoire. Donc, si on a des ambitions de courir dans le top 8, il fallait forcément se réveiller face à JCBF. Les joueurs en ont pris conscience, ils ont voulu laisser leur peau sur le terrain. La preuve en est qu'ils ont gagné le match avec 2 blessés, quand même. Donc, ils ont tenté de corriger les erreurs et puis faire moins d'erreurs possibles. Mais une autre chose aussi qu'il faut noter dans le match, c'est que je pense que JCBF avait 2 absences majeures, je pense personnellement, qui auraient pu donner une autre physionomie du match. Faisal. Faisal, oui. Et puis dans la raquette Baby Shaq. Baby Shaq, c'est vrai. Donc ils ont un autre pivot, Jamel aussi, qui n'était pas présent ce match. Ok. Donc il y a des absences, en tout cas Majestic en a profité pour vraiment prendre le dessus et puis tenter de continuer son petit parcours. Les absences dont il fait cas ont beaucoup de sens pour moi parce que pendant que je regardais ce match, j'ai vraiment eu l'impression que JCBF a complètement perdu la bataille au rebond ce match. Bon, vous savez, comme je dis toujours, pour une équipe comme JCBF, c'est un peu compliqué. C'est une équipe qui était habituée à jouer le bas du tableau la saison passée. Et même quand ils arrivaient à jouer les yeux dans les yeux, des équipes comme USFA ou bien contre Awa, ça ne dépassait pas un carton. À l'intersaison, ils ont beaucoup travaillé pour franchir un cap. Vous avez un effectif où vous avez des joueurs qui ont des responsabilités et certains joueurs dits role player ou alors back remplaçant direct. Voilà. Il y a des matchs, il y a des jours où vous arrivez, c'est le blowout, c'est un non-match. Toute l'équipe, sans exception, que ce soit les intérieurs, les titulaires, quand bien même qu'il y ait des joueurs majeurs absents, ça ne justifie pas ce résultat. C'était un blowout total. Si je ne m'abuse, je crois qu'en 3 quarts-temps, on a totalisé 17 points. C'est ça. Ou un peu moins. Et sur le dernier quart-temps, on a 19-9. Donc il a fallu 3 quarts-temps
pour que certains joueurs se remettent à jouer. Et ça, c'est ce qu'on appelle une piqûre de rappel. Quand vous jouez le championnat, quand vous venez avec des ambitions, quand vous avez des arrivées majeures et que vous vous dites, bon, on peut déjà mieux faire que l'année passée. Vous commencez par rapport à vos vis-à-vis directs. Vous arrivez à en battre un de justesse, mais avec le caractère. Vous vous dites déjà, l'équipe a changé par rapport à l'année passée. Le mental a changé, le niveau de jeu s'est élevé. Au fur et à mesure que les résultats s'enchaînent, il y a un caractère qui est humain. La déconcentration, l'autosuffisance. Et c'est ce qu'on appelle une piqûre de rappel. Tu arrives, tu es presque qualifié pour le top 8. Tu joues un de tes adversaires directs qui nous a battus au dernier tournoi qui avait été organisé. On se disait, ouais, bon, voilà, c'est Majestic, on vient, ouais, de toute façon, ils ont perdu un gros écart contre NGB. Mais nous, on a perdu contre NGB, c'était une erreur. Normalement, ce week-end, on passe en rouleau compresseur. Mais avant le résultat, il faut jouer le match. C'est ça. Il faut jouer le match. On peut battre des équipes comme Awa, comme on peut perdre contre des équipes comme NGB ou Majestic. Ça veut dire que l'équipe souffre le chaud et le froid. Et le principal adversaire d'une équipe comme ça, c'est elle-même. Donc je pense que ça a été de bon augure et puis je pense qu'ils vont se relever pour la suite. Tu penses qu'il y a eu un gros manque de déconcentration, c'est qu'il y a... En tout point, défensivement, offensivement, aucune discipline, le placement n'était pas bon, il y a des tirs qui étaient pris dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire, c'est comme si chacun est venu avec son plan de jeu défini. Mais ce qu'il faut savoir, quand vous êtes sur le terrain, que vous soyez les Chicago Bulls de 1996 ou que vous soyez au Oklahoma City de cette année, quand vous êtes 5, chaque mouvement que tu définit le résultat de ton coéquipier. Voilà ce qu'on appelle la discipline tactique. On ne peut pas gagner sans discipline. Et ce week-end, défensivement et offensivement, c'était pas bon du tout. Je vais revenir sur un point que Romial avait souligné, c'était les blessés. Parce qu'il faut dire que pendant ce match, on a malheureusement eu 2 blessés, dont Cédric Amega qui, j'ai envie de dire qu'il revenait à un excellent niveau. Il faisait un grand match, pour ne même pas dire son meilleur match de la saison. On a envie de savoir comment il se porte actuellement. Oui, effectivement, Cédric, ce match-là, c'était le match de réveil. C'est le Cédric on a toujours aimé voir jouer, un peu moins, parce qu'on attend encore Cédric à son meilleur niveau. Donc, qui se blesse malheureusement dans la fin du 3e quart-temps, c'est ça. Dans le 4e. Oui, donc après les examens, Cédric, ça va. Ça va, il y a, je pense, une petite lésion au genou, donc qui va le... Je pense que la saison est terminée pour lui. Hein. La saison doit être terminée pour Cédric Amega cette année. Bon, on attendra toujours de voir comment il va récupérer et puis s'il arrivera à se remettre en jambe, dépendant aussi, comme on connaît le championnat burkinabé, c'est ça. Dépendant de comment les choses vont aller, s'il reviendra. Donc, mais moralement, ça va. Physiquement, il a un petit bobo au genou. Donc il s'en remettra. On profite de souhaiter meilleure santé. Toute l'équipe de Back to Back, en tout cas, lui souhaite un excellent rétablissement à Cédric Amega. Je profite aussi de ta présence pour parler un peu de Majestic. Ouais. Majestic qui, on le disait dans le numéro précédent, qui renaît de ses cendres grâce à toi. Ils ont recommencer à participer, en tout cas à se faire voir dans l'univers du basket à travers le tournoi FBD. Actuellement, nous sommes contents de les voir participer au championnat. Et quels sont vos objectifs pour cette saison, pour ce retour dans le championnat burkinabé? Bon, ok, avant de parler, permettez-moi quand même de faire aussi un clin d'œil à Cédric Bazongo. C'est le 2e Cédric qui s'est blessé lors du match Majestic JCBF, qui aussi a une fracture au niveau une petite fracture, j'allais dire, au niveau du poing. Donc Cédric Bazongo, meilleure santé à toi aussi. Bon rétablissement à voilà, toute l'équipe. Donc maintenant, reparlons de Majestic, effectivement, qui renaît de ses cendres cette année. Majestic, c'est depuis 2015-16, et puis ça s'est désintégré. Cette année, on revient, on a pris part au tournoi FBD pour se préparer et puis ambitionner vraiment le championnat. Donc avant le début ou avant la configuration réelle du championnat, on venait juste se refaire remarquer. Donc l'effectif n'est pas tout fait tout de suite pour aller jouer les titres. Donc avec la configuration du championnat, on vise le top 8. Hein. On pense qu'on devrait être normalement dans le top 8 si tout se passe bien. Donc tout de suite, c'est vraiment d'arriver à
a toujours bien joué. Mais avec les coachs, c'est vraiment trouver une identité de l'équipe, la discipliner, et puis avoir un jeu typique pour le club et affronter chaque match comme une finale. Donc, en tout cas, vous êtes très bien lancé en tout cas pour intégrer ce top 8 là. Nous espérons que ce top 8 là sera passionnant avec une revanche entre Majestic et JCBF. Avec une équipe de JCBF plus concentrée, nous l'espérons. Je ne l'espère pas. JCBF, c'est quand même notre adversaire qu'on maîtrise le mieux. Oh. Ça tire à pas derrière. C'est l'adversaire qu'on maîtrise le mieux. Donc on peut se réveiller à 3h du matin aller jouer un match contre JCBF. Oh. On va la gagner, c'est Ouais, bon, vous savez, comme on dit toujours, la qualification top 8, on va dire merci à JCBF. Parce que bon, on n'aurait pas aimé les voir derrière, donc les JCBF, c'est déjà pas mal. C'est et ça. la chicote de top 8, quoi. C'est ça. Vous leur faites une fleur pour qu'ils se qualifient. Voilà, on te donne le doigt quand tu essaies de prendre la main, on tape dessus. C'est ça. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, c'est une revanche à ne surtout pas manquer. En tout cas, c'est de bon augure, c'est de bonne guerre, En tout cas, nous espérons que vous allez nous offrir le spectacle qu'on mérite, que ce championnat-là mérite, que vous nous donniez encore plus l'envie de retrouver les terrains. Déjà que l'engouement autour des terrains est un peu perdu. On ne voit plus comme ça les lives que faisait coach Michel et tout. Bon, j'imagine que c'est lié à son emploi du temps. Je profite toujours de ta présence ce soir pour te demander, d'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser cette visibilité autour de notre championnat? Vous savez, personnellement, je pense que bon, les choses sont en train de venir, mais chaque week-end ne se ressemble pas. Personnellement, pour moi, un week-end du basket du championnat burkinabé doit être comme une fête. C'est ça. C'est de cette manière qu'on va ramener les gens au terrain. Les anciens joueurs, il faut aller les chercher. Il y en a qui sont le week-end confortablement chez eux, il faut aller les chercher. Il faut organiser chaque match comme une fête du basket. Sono, Godet, entre guillemets, artistes même s'il le faut. On doit jouer toutes les cartes, même les influenceurs. On a beaucoup de basketteurs qui sont assez influents sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Donc il faut ramener toute cette stratégie autour du basket. Nous avons eu un week-end choc où on a raté l'occasion. Personnellement, je pense que c'était raté. Je parle du week-end où il y a eu les gros matchs du championnat. Je pense qu'il y avait Sonabi, Aoua et Issoua, AS Douanes, c'est vrai. Donc des confrontations comme ça, on doit profiter de ces chocs-là pour en faire un événement. C'était à la limite des demi-finales ou des finales du championnat. Donc, il doit y avoir une communication tout autour, il doit y avoir une organisation spéciale. Ce n'est pas comme les matchs singuliers du week-end que nous voyons. Donc, pour moi, personnellement, il faut ramener une touche un peu plus Frenchy, jeune dans le truc. Il faut ramener des rappeurs au terrain. Ça ramène du monde, c'est ça quoi. Ce que tu dis est très intéressant. C'est le genre d'organisation qu'on a malheureusement tendance à réserver qu'aux phases finales dans ce championnat. C'est vrai que pour ce genre de choc-là, pouvoir faire de cela des shows pour le public, ça va beaucoup attirer du public. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que pour ce genre d'événement, comme l'a dit Romy tout à l'heure, il faut maximiser sur la communication. Il ne s'agit pas d'attendre les finales du championnat, appeler les influenceurs, appeler telle connaissance, Non. Je pense que la visibilité autour du sport, ça se fait sur toute la saison. Des gens qui vont venir découvrir, ils vont apprécier et tout. Bon, ça va dépendre de comment ça va se passer. Mais si vous attendez juste les demi-finales, les finales, bon, le championnat ressemble à quoi? On a plus l'impression qu'on est là pour justifier quelque chose. Quand on veut relancer les choses, il faut recommencer à la base. Voilà. Déjà que côté organisation, on voit la lumière venir par rapport aux autres années. Côté compétition, on sent que le niveau est légèrement monté par rapport aux autres années. Maintenant, il faut mettre un paquet sur la communication. Parce que sans communication, il n'y a pas de visibilité. Sans visibilité, il n'y a pas de sponsor. Sans sponsor, il n'y a pas d'argent. Sans argent, il n'y a pas d'évolution. C'est ça. Cette année, justement, vu qu'on n'a plus nos directs, moi-même personnellement, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de refaire encore 2 ou 3 pas en arrière, pendant qu'on avait fait déjà un grand bond
en initiant ces lives-là, on avait des Burkinabés de la diaspora à l'extérieur qui arrivaient à regarder les derbys du championnat, qui encourageaient même par des gestes, par des dons, par des partages aussi pour rendre notre championnat beaucoup plus visible. Bon, je pense même notamment à toi aussi qui a été à l'extérieur aussi, qui suivait pas mal de nos matchs par le biais de ces lives-là sur les réseaux sociaux. Effectivement, on se rend compte que c'est un gros manque. Moi, cette année, je ne le sens pas, mais étant là-bas, il n'y avait que Faso Basket News qu'il fallait attendre le week-end. C'est les matchs. Et puis, effectivement, ça devient une routine. Tous les week-ends, quand tu n'as pas... Ton programme te le permet, tout de suite c'est sur le téléphone. Partout où tu es au resto, tu vas rapidement suivre le Effectivement, match. même à Ouaga, on se rendait compte qu'à un moment donné, les déplacements qu'on ne voulait pas forcément effectuer par le terrain, au moins on suivait l'actualité basket. On dit, il y a un match, bon, coach Michel doit être au terrain, allez, face au basket news, et puis bon, c'est parti quoi. Oui. Mais en même temps, est-ce que il y a la question qu'il faut se poser, c'est vrai, le direct il est très bien, ça permettait surtout d'élargir le champ de vision. Et puis, ça permettait aussi à certains de repartir prendre des vidéos dont ils ont besoin. Chose dont on a vraiment besoin pour se vendre n'importe où. Mais en même temps, est-ce que le live comme le BZ, après, tu restes confortablement chez toi, tu n'as pas envie de venir au terrain parce que, bon, tu sais que coach Michel sera au terrain, moi je vais me connecter, je vais suivre le match. C'est là, moi j'ai envie de te dire que l'association de ce live-là et de l'idée que tu as émis de faire de certains matchs des shows doivent être liés justement pour que la personne qui n'arrive pas à venir au terrain, que ce soit vraiment par contretemps, que ce soit vraiment parce qu'il ne peut pas quoi, tu vois. Par exemple, moi je prends un exemple, le week-end dernier, je crois que c'était... qui jouait police là, c'était Awa. C'est ça. Bon, on n'a pas pu aller au terrain, on avait des contraintes et tout. Et puis il y a un gars qui me dit, il y a Awa police, il y a 2 points d'écart pour Awa. J'ai dit non, j'étais trop loin pour venir au terrain. Mais j'aurais eu le live sous la main, je me serais connecté directement et puis voir ce qui se passe. Moi j'ai envie de dire que cette fenêtre live là, en fait, c'est une possibilité. Mais ce n'est pas une contrainte pour venir au terrain. Parce que nous-mêmes en tant qu'acteurs du basket, je parle de moi, je parle de Taïta et tout. On est pratiquement les meilleurs supporters du championnat. C'est nous qui faisons le plus de bruit, même au match des gens. Moi, pour rien au monde, je resterai chez moi à regarder mon live alors que je peux venir déconnecter mon pote au terrain. Définitivement. Voilà, donc moi, je pense que le live, c'est une fenêtre pour amener certaines personnes, ou même nous, le jour où on a une certaine contrainte, à pouvoir regarder. Voilà. Donc ça ne peut qu'attirer du monde, ça ne peut pas forcément nous éloigner du terrain. Oui, bon, ça c'était une question que moi je me posais. Sinon, vraiment, il faut trouver la bonne formule. Surtout les matchs de Faso Basket Développement étaient, je pense qu'ils avaient trouvé en tout cas quelque chose. C'était assez intéressant parce que beaucoup d'anciens se retrouvaient et à chaque week-end, tu avais de nouvelles têtes. À la finale, c'était beaucoup plus intéressant encore. On a revu des vieux visages. Donc moi, je pense qu'il faut trouver la technique pour cultiver ça. Il faut cultiver ça. Effectivement, si tu rates le week-end et puis on te raconte ça, bon, le week-end prochain, tu n'as pas envie de rater, quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà, tout à fait. Donc, en même temps, j'espère que coach Michel va nous suivre et puis il va entendre l'appel. C'est ça. On espère que vous allez l'inviter sur le plateau de back-to-back. Ici, c'est la maison de tous les basketteurs, de tous les acteurs qui, en tout cas, opèrent au développement de ce magnifique sport. Bon, mais je voulais aussi noter qu'il y a certaines pages de clubs qui publient leurs matchs en direct. Je pense notamment à Awa et à l'équipe KSBC aussi. À KSBC, voilà, exactement. C'est deux clubs qui ont leur page sur les réseaux sociaux, qui diffusent aussi de temps en temps leurs matchs sur les réseaux sociaux. C'est à saluer, c'est le basketball qui gagne. Aussi, nous avons le 3x3. Il n'y a pas que le 55 au basketball et au Burkina Faso. Et nous avons nos 2 équipes nationales de 3x3 et U23 qui sont en déplacement à Porto Novo au Bénin. Tenez-vous prêts avant d'en parler. Jingle. Retour sur le plateau. On parlait tantôt de la sélection U23 pour la Ligue des Nations qui se joue actuellement à Porto Novo et qui se tiendra du 3
au 9 juin. Nous avons nos étalons qui ont joué aujourd'hui, nos étalons hommes qui ont rencontré la Côte d'Ivoire et le Bénin. Le Bénin, si je ne dis pas de bêtises. Et nos dames qui ont rencontré l'Ouganda et le Kenya. Nos Burkinabés qui ont malheureusement perdu ce premier match de 1 point, 16 à 15. Tout à fait. J'ai pu regarder le match à peu près. On a eu un problème, je vais dire, de taille. Mais globalement, vous savez, le 3x3 est différent du 55. C'est beaucoup plus physique, ça se joue sur les erreurs, sur l'adresse, à l'endurance, au mental. Et je pense que sur ce premier match, malgré la défaite, les étalons ont fait une très bonne prestation. Et on va parler notamment de Tanguy qui a fait une très grosse défense. Oxens qui nous a mis des gros paniers. Karl qui a provoqué énormément de fautes. Donc globalement, malgré la défaite du premier match, ce n'est pas forcément une contre-performance parce que la Côte d'Ivoire avait franchement l'avantage de la taille. C'est ça, mais malgré ça, c'est pas passé loin. Dans la raquette, ils ont clairement imposé leur rythme, ils ont vraiment bousculé. Ouais, c'est ça. Et dès qu'on voyait le jeu de la Côte d'Ivoire, c'était un triangle qui visait à distribuer, à le mettre directement à l'intérieur. Automatiquement faute, ils mettaient systématiquement nos joueurs en difficulté. Malgré la petite taille, il y a eu une très bonne défense, une très bonne réaction. On est même passé devant au score. C'est ça. On a pratiquement failli gagner le match, mais bon, c'est du 3x3. Sur la fin, c'est du 50-50. Bon, ça ne s'est pas bien passé pour le premier match, mais par contre, ils ont bien rebondi. Ils ont bien rebondi pour le deuxième match. Effectivement, le match contre le Bénin, ils se sont imposés de 2 points, 16-14. C'était clairement la réaction souhaitée par cette équipe de U23. D'autant plus que nous savons de quoi ils sont capables, surtout sur ce format de compétition 3x3. Ça va vite, le 3x3, on se nourrit d'erreurs. Et vu la façon dont ils ont réagi au premier match avec la Côte d'Ivoire, vu la façon dont ils ont réagi avec le Bénin, je pense que c'est le bon augure pour la suite. Je profite de rappeler les joueurs qui composent cette équipe masculine de 3x3. Bassier Carl Lewis, excusez-moi si j'écorche son nom de famille. Somda Oxens Sawadogo Anas Khalil. Komboigo François Tanguy. Et Wangrawa Simon Kevin et Ouedraogo Alassane. C'est des joueurs qu'on connaît tous qui jouent notre championnat ici et qui sont des pépites, dont il faut prendre soin. En tout cas, j'espère que dans les prochains mois, en tout cas à l'avenir, au lieu en plus de compter en tout cas des sélections en équipe de 3 contre 3, ils pourront compter des sélections en équipe nationale 5 contre 5. Ça, c'est tout notre souhait. Bon, le 3x3 est devenu le cheval de bataille de la fédération, elle a ses raisons, mais on souhaiterait que, en tout cas, à l'issue de ce tournoi-là, qu'on ait un regroupement de 51 équipes nationales, même dans la catégorie, pour affronter d'autres pays. C'est bon pour les enfants, ça donne beaucoup d'espoir, ça donne de l'engagement, ça donne la combativité au sein même du championnat parce que tout le monde veut être sélectionné, donc ça donne beaucoup de compétition. Estimes-tu que c'est un point sur lequel Yamego Suleiman est très attendu pour ce nouveau mandat? Absolument, parce que un premier mandat sans équipe nationale, le second mandat il vient à peine de démarrer. Donc on s'attend à ce qu'il fasse mieux que son premier mandat. Donc on s'attend absolument à ce qu'il y ait des regroupements d'équipes nationales. On a beaucoup les noms que j'ai cités, c'est tous des talents de ce championnat. Ouais. C'est vrai qu'ils voyagent là maintenant pour des sélections de 3x3, mais ce serait vraiment dommage qu'ils ne connaissent pas l'équipe nationale en 5 contre 5. Comme disait Romy tout à l'heure, le 3x3 est devenu un peu un alibi, parce qu'il est plus simple à gérer entre guillemets que le 5 contre 5. Mais ce serait vraiment dommage qu'une génération comme ça, non pas forcément pour que ces jeunes-là terminent en professionnel ou qu'ils aient des bourses qui aillent avec, non, pour que quand même ils aient une première expérience de ce que c'est que le basket international en 5 contre 5, qu'ils aient d'autres données, qu'ils sachent exactement à quel niveau ils sont et comment ils peuvent se projeter sur l'avenir. C'est très important et ça peut inspirer les générations d'après. Mais comme on dit, bon, on ne peut pas jouer tout un championnat sans avoir même les éliminatoires, les clubs champions, sans participer aux Coupes d'Afrique, au niveau déjà des éliminatoires locales, internationaux et tout. Et ensuite, qu'il y ait des regroupements en équipe nationale, qu'il y ait des formations, qu'il y ait des suivis,
qu'il y ait des projections, qu'il y ait des stages, qu'il y ait des tournois amicaux. C'est important. C'est important pour le développement du basket. Et comme dit Romy, je pense que bon, le président est très attendu sur ce sujet-là, sur son deuxième mandat. Pour revenir sur la sélection de 3 contre 3, j'aimerais qu'on se penche un peu sur un homme qui permet à cette équipe, en tout cas à cette catégorie de 3 contre 3, de vraiment performer à l'extérieur. Je parle notamment de leur encadreur, Paris Steph, qui fait un gros travail avec ces jeunes-là. Un très gros travail, vraiment. Steph, c'est un super bosseur, il connaît ses garçons, il n'arrête pas de travailler, c'est la tête quoi, vraiment qu'il fallait pour ces jeunes-là. Donc son travail apprécié, je pense que il a pris l'habitude, il a ses garçons, il les connaît par cœur, il connaît son jeu et tout. Donc le petit truc, quand il partait même pour le 3x3, parce que je pense qu'à la dernière minute, il y a un nom qu'ils ont coupé. Zeb parlait de manque de taille tout de suite. Effectivement. Ouais, je m'attendais à voir un garçon comme Ezras, qui était sélectionné, il était présélectionné, qui était dans le groupe. Mais bon, avec l'expérience de Steph, il repart avec des guerriers. On lui dit chapeau et il termine quoi, 15-16 contre la Côte d'Ivoire, c'est un point, c'est vraiment minime. 16-14 contre le Bénin, où ils sont victorieux. Bon, comme on le dit, c'est pas forcément la taille dans le 3 contre 3, mais ça aurait pu apporter. En tout cas, gros banc à Steph et puis chapeau pour tout le travail qu'il fait, toute la volonté qu'il met dans le basket. Il fait tout ce travail avec passion, avec énergie, sans découragement. On te souhaite plein de succès, Steph. Je suis en train de me demander aussi si le fait de ne pas avoir amené de grands, ce n'est pas un choix stratégique pour avoir un peu plus de joueurs du même profil sur le terrain. Vu déjà que sur le format de 3 contre 3, la défense est un peu plus rude, on peut se dire qu'un joueur qui a une taille relativement moyenne, mais avec un physique assez costaud, peut contenir suffisamment un intérieur dans ce format de... Comme on l'a dit à l'instant, Steph Paris, c'est une tête. C'est un passionné. Il est tout ce que représente la nouvelle génération des instances du basket burkinabé. Il sait très bien ce qu'il fait. Si vous avez même participé à des compétitions de 3x3, c'est complètement différent du 5 contre 5. Moi, il m'est arrivé de défendre sur des joueurs qui avaient 20 à 30 cm de plus que moi, je l'ai fait correctement. J'ai pu les jouer. Je pense qu'on a regardé le match, on s'est dit oui, vu la physionomie, effectivement, la taille nous aurait aidé. Mais quand vous regardez le match contre la Côte d'Ivoire, c'est du 50-50. C'est ça. Ils avaient pratiquement aussi... Ça s'est vraiment joué à des détails. Tous les joueurs avaient pratiquement 10 à 15 cm de plus que nous. Mais vu le profil qu'on avait, vu la stratégie qu'on employait, vu la mobilité qu'on avait, l'agressivité et la maîtrise de la façon de jouer, je pense que Steph a fait un choix juste. Et quand vous avez un entraîneur qui fait un choix, il faut l'accompagner jusqu'au bout de son projet. Il ne faut pas intervenir à chaque fois. Il faut l'accompagner et voir ce que ça va donner. Et je pense que pour le moment, vu sur le résultat des 2 matchs, sa sélection lui donne tout à fait raison. Exactement, exactement. Nous allons regarder un peu cette équipe féminine maintenant, à présent de U23, qui est composée de Da Mikaela, Dembélé Diatta, Kone Awa Maguet, Sanogo Fadima Zeina, Sanon Mariam Djana, Sembre Malika Fatou. Si j'ai écorché des noms, mesdemoiselles, je demande pardon. Les dames qui sont, en tout cas qui font leur classe au niveau international, elles se sont inclinées lourdement face à l'Ouganda, 21 à 4. Et après, elles ont essayé de tenir bon face au Kenya, 10 à 7. Malheureusement, c'est toujours une défaite. Il faut dire que le niveau du basket féminin burkinabé à l'extérieur, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. On peut sentir que ces dernières années-là, le basket burkinabé féminin est presque mort. Sur ces 3 dernières années, on a constaté quand même quelques jeunes joueuses qui redorent le blason, qui te donnent envie de regarder les matchs de basket féminin. Et je pense qu'à l'international, ça ne s'est jamais arrêté. C'est une continuité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un écart à combler. Et je vais mettre le score du premier match, c'est vrai qu'il est lourd, mais je pense que c'est plus un effet de surprise, de crispation. Parce que nos filles ont moins l'habitude de ce genre de choses. Sur le deuxième match, même si elles ont perdu, l'écart n'était pas très conséquent. Et quand vous jouez le 3x3, vous savez que 7-10, ça aurait pu se jouer un chouïa. Donc c'est de bon augure pour la suite, on va encourager les filles et puis espérer que ça va mieux se passer.
Robial, j'ai envie de te demander, à ton avis, quelle stratégie on peut appliquer pour pouvoir redynamiser le basketball féminin? Je sais que Majestic a une catégorie féminine cette saison, je te félicite même d'ailleurs pour ça. Quelle est la stratégie que tu aimerais voir appliquer pour qu'on regarde plus le basketball féminin? Bon, ça c'est une grosse question. Hein. C'est une grosse question. Effectivement, Majestic a pu avoir une équipe féminine cette année. C'est vraiment avec beaucoup de volonté. Mais je pense personnellement qu'il fallait par exemple que la fédération aille au bout de sa décision, puisqu'elle a imposé une équipe féminine à presque tous les clubs engagés cette année. Ça a été respecté totalement ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas la composition de toutes les équipes féminines. Mais déjà, il faut commencer par là. Il faut promouvoir aussi le basket féminin avec les anciennes du basket féminin. Donc, comme ça se fait un peu avec les garçons, les hommes, tu as beaucoup d'anciens joueurs qui sont impliqués automatiquement dans les organisations des clubs. Soit ils sont coachs, ils sont présidents, ils sont managers et tout. Bon, on n'en a pas assez, pourtant il y a quand même eu de grands noms de basketball féminin qui sont malheureusement un peu très loin des terrains. Donc il faut d'abord les ramener, recréer des petites équipes, des équipes minimes, cadets, ça monte tout doucement. Moi j'aimerais voir un nom comme Mariam. Avoir une équipe féminine, ça devrait être quelque chose. On a Dame Andrea aussi, qui arrive toujours à courir. Elle, en tout cas, qui est toujours dans le milieu du basket, que ce soit en tant qu'arbitre ou en tant que joueuse l'année dernière avec du côté de l'AS Sonavi. Oui. Donc, pour moi, personnellement, c'est soit se greffer aux différents clubs qui existent déjà pour tenter déjà dans l'encadrement technique. Oui. Et puis, que la fédération tente par tous les moyens. Déjà, la décision d'imposer, c'était bien. Il fallait veiller à ce que ce soit appliqué à la lettre. Donc, même si c'était en petite catégorie, tu aurais pris des filles, une dizaine, une douzaine, tu aurais tenté de faire un chemin avec elles, pas juste pour pouvoir jouer. Donc, après, quand ça commence, tu veux rouler. Par exemple, avec Majestic, nous, on avait prévu uniquement de faire jouer que les seniors dames. Donc, mais dans le remplissage des licences, on s'est rendu compte qu'il y en avait plusieurs qui étaient espoirs. Qu'est-ce qu'on fait? On les coupe, repartez chez vous ou qu'est-ce qu'on tente? Donc, on a écrit une lettre à la fédération, on a demandé de faire une dérogation spéciale pour nous permettre d'inscrire en fait. Pour ne même pas les décourager. Pour ne pas les décourager parce qu'elles sont vraiment volontaires, elles habitent loin, il y en a qui quittent carrément Camouessin pour s'entraîner 3 fois par semaine. Ouais. Donc, il y a la volonté déjà, donc ça n'a pas pris grand-chose vraiment pour avoir l'équipe et puis elles sont engagées, on les accompagne comme on peut. Et ça va, ça roule. Tu as souligné un point très important, je viens de faire la remarque. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de femmes dans l'encadrement technique dans les différents clubs. Hein. C'est vrai que avoir plus de femmes dans l'encadrement technique, ça peut peut-être inciter plus de filles ou de femmes à s'intéresser au basket. Je profite de faire en même temps un clin d'œil au coach de UCO. J'ai envie de dire qui est la seule femme coach de notre championnat senior homme. Effectivement. Mais du côté de Ouaga, attention. Non, du côté de Ouaga, c'est vrai. Parce qu'à Bobo aussi, il faut féliciter Madina Traoré, adhésif. Oui. Je pense qu'elle était championne dans une des catégories l'année passée. D'accord. Donc je pense que c'est une coach du côté de Bobo là-bas qui fait de belles choses aussi avec les garçons. Donc je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est junior ou cadet. Elle a été championne de Burkina l'année passée, j'ai vu les trucs, c'était très intéressant. Donc c'est une invite aussi aux autres d'emboîter le pas. C'est ça. Donc c'est main dans la main qu'on va relancer la chose. C'est sûr que celles qui ont connu les années de gloire du basket féminin ne sont pas contentes de revoir ça en léthargie comme ça. Donc, effectivement. Donc c'est un appel aussi qu'on leur lance. On espère les voir l'année prochaine dans l'encadrement de plusieurs clubs. Nous sommes très nostalgiques en tout cas de ce moment de gloire du basketball féminin. Et nous allons ouvrir notre page NBA, la page que vous attendez tous, tout de suite après le jingle.
affiche inédite pour ces finales NBA. OKC de Shai Gilgeous-Alexander qui va défier Indiana de Haliburton. Une affiche de finale qu'on n'attendait pas du tout. Ce qui est sûr, ces 2 ou 3 dernières années, nous avons eu des champions différents. C'est pour le plaisir des fans, bien évidemment. Mais parlons, s'il vous plaît, des finales de conférence. On s'attendait à des matchs beaucoup plus serrés du côté de l'Ouest entre OKC et Minnesota. Mais finalement, ça a été une correction de OKC qui roule sur tout le monde cette saison. 4-1. Ouais, si on peut dire ça, parce que vous savez, tout est une histoire de match-up. Les playoffs, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous avez une configuration en face qui ne vous arrange pas du tout, c'est compliqué. Le coach de OKC, il a fait un boulot formidable. Le recruteur a fait un boulot formidable. Donc vous vous retrouvez pratiquement avec Lou Dort qui est premier 5 défensif. Vous avez Jalen Williams qui est deuxième 5 défensif, il est All-Star. Vous avez Chet Holmgren, que je crois aussi est deuxième 5 défensif, il ne raconte pas de bêtises. Vous avez Shai Gilgeous-Alexander qui est MVP, qui est aussi un super défenseur. Vous avez Hartenstein dans la raquette, qui est un super pivot, super défenseur. C'est compliqué de jouer une équipe qui n'a pratiquement pas de points faibles. C'est très compliqué. Et Minnesota en a fait des frais. Vous savez, c'est des pros. À un moment donné, vous êtes en playoff, les coachs font des ajustements. On essaie de changer ça et ça. Mais à un moment donné, la seule victoire que Minnesota a remportée dans ces finales de conférence, en fait, ils ont eu une adresse surhumaine. Une adresse phénoménale qui a caché leur tard. Ça rappelle un peu à l'époque Cleveland Golden State. Quand LeBron James se prenait une raclée et que les supporters de Cleveland brandissaient des pancartes No Sweet Defend the Land pour quelqu'un qui s'est dit le GOAT. Bon, bref, on revient au question. Alors, donc nous disions l'adresse de Minnesota, c'est l'arbre qui a caché la forêt. Et après, ça s'est senti. Des joueurs comme Randle n'étaient pas dans le coup. Rudy Gobert, excusez-moi, même ma grand-mère joue mieux. Il est incapable de capter un ballon dans la raquette. McDaniels, il a assuré. Mike Conley, il a fait ce qu'il a pu. Comment il s'appelle? Alexander Walker, le cousin du MVP, il a fait ce qu'il a pu. Mais Randle, c'est un vendeur d'orange. Gobert, on s'en passe. Ils sont trop chers à payer pour rien. Ils n'avaient pas la configuration. Ça aurait pu finir même ensuite. Donc, Dieu merci, ils ont eu une victoire, ça a évité la honte. Mais bon, franchement, hein, c'était une finale de conférence à sens unique. Est-ce que l'une des causes de leur difficulté face à OKC pendant cette finale de conférence, est-ce que ça n'a pas été le fait qu'ils aient eu un parcours entre guillemets facile avant? Avec les Lakers qui n'ont malheureusement rien montré contre Minnesota. Au second tour, ils jouent un Golden State orphelin de Stephen Curry. Ouais. C'est bon, tout à fait, exactement. Bon, de toute façon, les Lakers ne l'ont rien montré contre n'importe quelle équipe. Donc, on s'attendait à ce que Minnesota chicote très bien le groupe et sa bande. Bon, maintenant, quand on arrive à Golden State Warriors, effectivement, les Warriors sans Stephen Curry, bon, c'est quoi? Steph, c'est beaucoup, c'est 40-45%, j'ai envie de dire, de l'équipe. 70%. 70%. Bon, ok, si on va abuser comme ça, ben oui, Steph, c'est quand même beaucoup, là, surtout pour cette année. Et quand vous avez appris à jouer qu'avec Steph Curry, l'absence a beaucoup coûté cher. Donc, malheureusement, on n'a pas le backup de Curry. Curry est unique. Donc, effectivement, le spacing qu'il crée sur le terrain est incroyable. C'est incroyable. Donc, Minnesota marche sur les Lakers. Ils passent les Golden State, effectivement, sans armes offensives réelles. Donc, ils arrivent en face d'une équipe qui joue au ballon. Donc, bon, il fallait s'y attendre. C'est ça, ils n'ont pas eu ce test, ils n'ont pas eu ce match test qui les a poussés et même dans leur dernier retranchement. Même malgré la pauvreté de ce que J.J. Redick a proposé avec les Lakers et malgré la faiblesse de l'effectif de Golden State, vous pouvez constater que Minnesota n'a pas super bien joué. C'est pratiquement l'adversaire en face qui a tout le temps mal joué. Leur seul véritable match, c'était les finales de conférence. Et ça a montré qu'ils n'étaient pas au niveau. Donc le trade Randle pour Karl Anthony Towns, ils ont voulu économiser de l'argent, mais ils ont tiré le mauvais numéro. Bon, contrairement en tout cas à OKC qui a eu un parcours très ardu du côté de sa conférence. Notamment, on se rappelle de ce Game 7 qu'il y a eu face au Denver. Game 7 qui aurait pu tourner autrement si Gordon n'était pas diminué par une blessure. Tout à fait. On peut constater aussi que, bon,
C'est du basket business aussi, beaucoup de choses. Chez Gilgeous Alexander, le marchand de lancers francs, les arbitres lui ont caressé la tête toute la saison, on lui a accordé les lancers francs, n'ont pas fini. Des fautes qui n'existent pas. Jokic s'est fait tabasser par Alex Caruso toute la série. On n'a pas sifflé, la NBA avait déjà choisi. Bon, on ne va pas s'en plaindre, hein, Jokic, tout le monde sait que c'est le meilleur joueur du monde. Mais il fallait trouver un autre MVP et ça se serait mal passé pour la NBA si le MVP qu'ils ont choisi, en griffe, s'était fait chicoter par le meilleur joueur du monde. Bon, les supporters de Denver vont l'accepter, mais on n'est pas aveugle. Même Alexandre qui porte des lunettes sait très bien que c'est Jokic le meilleur joueur du monde. Il sait. Alors là, pas du tout. Je ne suis pas en train de dire que Nikola Jokic n'avait pas une belle tête de MVP, mais Shai Gilgeous-Alexander permet à OKC de faire une saison historique cette année. Il est super protégé, il faut le dire aussi, comme il le dit. Protégé dans le sens où il joue avec du papier bulle. Mais non, Shai Gilgeous-Alexander, actuellement, c'est le joueur NBA qui attaque le plus de cerceaux. C'est normal qu'un joueur qui attaque fort le cerceau tout le temps provoque plus de fautes, parte plus souvent sur la ligne des lancers. Moi je suis d'accord, mais le type de faute. En plus de ça, en plus d'être un super attaquant, Shai Gilgeous-Alexander cette année, c'est un super défenseur. Si on durcit le sifflet sur SG comme sur Curry, on a vu Carmen Curry, là, comment, la bagarre, comment c'était là, comment on attrapait Curry. Mais les sifflets étaient très difficiles sur ce mec-là. Moi, je suis d'accord. Donc, si on depuis la nuit des temps à NBA, les sifflets sont très durs sur Curry. Non, mais oui, c'est ça. Donc, si on siffle de la même manière, comme sur Curry, Che, il joue pas au ballon. Objectivement. Écoutez. Nous avons eu plein de MVP, super scoreurs, qui ont été sujets à cette polémique des lancers francs. L'année où James Harden est MVP, on parle aussi des lancers francs. Mais il fait une saison exceptionnelle. L'année où Russell Westbrook, il est MVP, il shoot énormément de lancers francs. C'est normal. L'année où Kevin Durant est MVP, il shoot énormément de lancers francs. Restons sur James Harden avant de continuer. James Harden est pratiquement entre griffes ce qui s'est fait de mieux en matière de skill, de scoring, d'efficacité, pratiquement au poste 2 de l'histoire de la NBA. À un moment donné, son niveau offensif avait atteint celui d'un Kobe ou se rapprochait même voire de Michael Jordan. Ce que James Harden proposait, c'était du jamais vu. Même James Harden n'a jamais été caressé dans le sens du lancer franc. Je t'explique quelque chose. La différence entre Harden allait au contact et se retrouvait très souvent dans les clés de bras. Chez Gilgeous Alexander, tu t'approches même pas de lui, le vent est déjà sifflé. Non. Mais c'est un peu, pour moi personnellement, c'est un peu la même configuration. Parce qu'après l'année de James Harden, on a revu une faute même là qu'ils ont changé. Justement. Ils l'ont enlevé parce que James en abuse. Si vous vous rappelez, cette année-là, Harden, il y a même eu des séquences où les gens croisaient les bras par derrière pour défendre sur James Harden. Il ne fallait pas faire le mauvais geste. Avec Shai, il ne fait même pas le geste. Avec Shai, il ne fait pas le geste. Comment? Si Shai avait subi la défense de Jokic, que Jokic a subi, il ne serait pas là. Il ne serait pas là. Clairement, objectivement. Mais tout n'est qu'une histoire de point de vue. C'est ça. C'est ce que nous dirons. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que le MVP de cette saison soit un MVP dégueu. À l'Est aussi, nous avons une affiche inédite entre Indiana. Enfin, on a Indiana du moins qui a parcouru cette conférence Est. Tout à fait. Qui a paru cette conférence en éliminant l'équipe qu'on pensait qui allait tout écraser cette saison, Cleveland. Cleveland, au même titre qu'OKC, était un véritable rouleau compresseur. Mais malheureusement, ils sont arrivés au premier tour avec 3 joueurs majeurs blessés. C'est vrai. Et ça a pesé énormément. Darius Garland, je crois qu'il y a Evan Mobley qui est meilleur défenseur de la ligue. Et le troisième, c'était déjà. Voilà. Et ils ont énormément manqué à Cleveland. Et en plus, bien qu'ils aient manqué à Cleveland, il y a des matchs qui sont passés à un chouïa avec des coups de sifflet, bon, des fois discutables, mais on ne polémique pas là-dessus. Globalement, Indiana a joué un basket qui leur convenait complètement et Cleveland n'a pas pu suivre. Après, il y a eu cette finale de conférence de Cleveland qui a
En fait, j'ai dit Cleveland, je vous l'ai dit, de Indiana qui a été opposé au New York Knicks. Oui. C'était un classique, hein, un classique qui un a classique donné à l'avantage de la conférence Est. De Indiana. Et les Knicks qui venaient d'ailleurs de sortir le champion en titre Boston. C'est vrai. Parce que les Knicks, il faut dire aussi que c'est pas une équipe qui joue. C'est une équipe qui fait déjouer. Il y a énormément de contacts, énormément de trucs extrêmement physiques et tout. Et ils avaient la configuration pour arrêter Indiana. Mais vous savez, un match de basket, la configuration change d'un match à l'autre. Aujourd'hui, tu as un peu plus de réussite. Demain, tu en as un peu moins. Eux, ils ralentissaient le jeu. Ils durcissaient le jeu. Ça leur convenait. C'était à celui qui a le plus d'adresse. Et à ce jeu-là, avec les espaces qu'ils ont laissés, tu cours 2 minutes avec Indiana, c'est un peu comme NGB, tu payes cash. Et bon, on va dire aussi qu'un joueur comme Pascal Siakam a vraiment élevé son niveau de jeu. Il allait trop vite pour Karl Anthony Towns en face. On avait par exemple Tyrese Haliburton, le maître à jouer, qui ne perd pratiquement pas de ballon, mais qui profite un peu trop du niveau de ses coéquipiers. Un joueur sous couvert comme Jason Tatum, d'ailleurs, il est surcoté sur Haliburton, mais bon. Il a encore en finale NBA. La preuve, le trophée de MVP de finale de conférence allait à Pascal Siakam. Pascal Haliburton est surcoté. Mais sinon, globalement, on va dire que les Pacers ont joué un meilleur basket que les Knicks. Et c'était un duel au sommet de la conférence Est comme jadis, à l'époque de Patrick Ewing, Reggie Miller et tout. Mais bon, ils sont qualifiés pour les finales. Et ça, avec OKC, ça promet parce qu'il y a beaucoup de similarités dans les deux jeux. Ils ont des défenseurs teigneux, ils ont des bons shooters, ils ont des joueurs qui font du spacing, ils ont des joueurs qui sont rapides dans la raquette, ils ont des gros défenseurs, des pivots qui peuvent tirer. La configuration que OKC a utilisée avec Minnesota, contre Indiana, ça ne passera pas parce que tu leur donnes de l'espace, ils vont flinguer direct. Et n'importe qui dans cette équipe de Indiana capable de scorer 20 points. C'est ça. Exactement, mais c'est comme Z le dit. Mais moi, j'ai vendu cher la peau de New York quand ils ont fait sortir Boston. Donc, non seulement par rapport à la configuration de l'équipe, et en plus, c'était une réunion. En fait, encore d'une gang de potes qui se retrouvent en NBA. C'est ça. Ils avaient fait les mêmes classes encore ici. C'est ça. Donc, je pensais vraiment que ça allait passer. Je m'attendais beaucoup plus. Bon, c'est pas passé loin. Indiana, c'est une équipe même qui a je pense, qui a surpris beaucoup cette campagne de playoff là. Je pense que ce qui a surpris aussi, c'est que l'année dernière, il y a des joueurs comme Bénédicte Mathurin qui ont beaucoup manqué à Indiana. Et surtout cette année, Pascal Siakam a vraiment élevé son niveau de champion. Et Miles Turner aussi. Miles Turner, c'est un pivot quel joueur! Il est gardien de la raquette, un contreur rebondeur, il crée du spacing, il peut tirer, il court, il va en contre-attaque. C'est le pivot moderne. Voilà. Et avec ça, tu as du mal à garder la raquette. Et contre une équipe contre Indiana, c'est fatal, il y a trop d'espace. Quel est votre pronostic pour ces finales NBA? Indiana Pacers. À ma gauche. Bon, je vais dire Oklahoma City Thunder. Pourquoi je dis Oklahoma City? Parce qu'il y a un joueur que pratiquement personne ne voit. Mais c'est le rival direct de Victor Wembanyama. Chet Holmgren. C'est une arme terrible. Il shoot à 3. Il prend les rebonds. Il va au dunk. Il est gardien de la raquette. Il fait pratiquement tout. C'est l'homme de l'ombre. Et on va dire c'est pratiquement c'est l'ombre de Shai Gilgeous-Alexander. Et avec tout ce qui est autour, moi je vais mettre une pièce sur OKC. Je pense que OKC sera champion, peut-être en 4-1 ou 4-2. Moi je pense qu'on ira à un game 7 à ces finales-là, parce que oui, Chet Holmgren, le prototype de Wembanyama, mais mon joueur vraiment phare de cette année, Miles Turner, en face de l'autre côté, je pense que ça va se gérer. Moi je mets toutes mes pièces sur les Pacers. Pacers à ma gauche, OKC à ma droite. Surtout que Shai Gilgeous-Alexander est très protégé dès qu'il s'approche aussi des lances. On va dire ça. Chers téléspectateurs amoureux et amoureuses de la balle au panier, c'est sur ces pronostics qu'on va s'arrêter là pour laisser place à un nouveau top 10 et on va remercier toute la régie technique. On vous remercie aussi à vous qui avez en tout cas daigné être là pour m'aider à présenter ce nouveau numéro de Back to Back. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Au revoir. Merci.